Alors que je me préparais pour un dîner chez mes parents, un dîner qui devait tout changer, mon avocat m'a envoyé un texto. Appelle-moi immédiatement. J'ai composé son numéro, le cœur battant, et ce qu'il m'a dit sur eux, sur mes propres parents, a fait voler ma vie en éclats. Il ne voulait pas la paix. Il voulait ma destruction. Et l'atroce vérité, c'est que j'ai failli leur offrir sur un plateau d'argent. Avant que je ne vous raconte les détails de cette trahison, de ce complot familial qui dépasse l'entendement, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est une histoire longue et difficile, et savoir que nous la traversons ensemble, malgré la distance, signifie beaucoup pour moi. Maintenant, laissez-moi vous ramener quelques heures en arrière, à ce moment précis où l'espoir, ce poison si doux, coulait encore dans mes veines. J'étais debout devant le grand miroir de mon appartement parisien, le dos droit, ajustant le fermoir d'un collier discret. Solène Dubois, présidente directrice générale de la Maison Dubois Parfums. Un titre que j'avais gagné, pas hérité, malgré ce que certains aimaient murmurer. Ce soir, pourtant, je ne voulais être que Solène. Leur fille. Depuis des mois, l'ambiance était glaciale. Des conversations écourtées au téléphone, des regards en coin lors des conseils d'administration, une tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Mon père, Thierry, un patriarche de la vieille école, ne supportait pas mes nouvelles stratégies, mes « prises de risque », comme il les appelait. Pour lui, le succès de notre maison de parfum reposait sur la tradition, sur un héritage immuable. Pour moi, il reposait sur l'innovation, sur l'audace. Cette divergence était devenue un gouffre entre nous. Alors, quand ma mère, Béatrice, m'avait appelé 3 jours plus tôt, sa voix soudainement redevenue chaude et maternelle, j'avais laissé une fissure se créer dans mon armure. « Ma chérie, avait-elle dit, ton père et moi aimerions beaucoup dîner avec toi ce week-end. Au manoir. Juste nous 3, pour parler, pour apaiser les choses. » Apaiser les choses. Ces mots étaient une mélodie que je n'espérais plus entendre. J'avais accepté sans hésiter. L'espoir, voyez-vous, est une chose tenace. Il m'avait murmuré que c'était possible. Une réconciliation. Une trêve. Peut-être même, si j'osais le rêver, un signe d'approbation de la part de cet homme dont le regard critique avait façonné toute ma vie. Chaque réussite, chaque contrat signé, chaque parfum lancé avec succès était une tentative désespérée de transformer sa moue sceptique en un sourire de fierté. En vain, jusqu'à présent. Sur le chemin du manoir, dans les Yvelines, j'avais fait un détour. Une impulsion. Je me suis arrêtée dans une petite pâtisserie de Versailles, une de celles qui sentent le beurre et l'enfance. J'ai acheté une boîte de tartelettes au citron. Ce n'était pas seulement le dessert préféré de ma mère. C'était le souvenir fugace des rares dimanches de mon enfance. Après une bonne note à l'école, mon père en prenait une bouchée et laissait un semblant de sourire adoucir ses traits sévères. Ces tartelettes n'étaient pas un simple dessert. Elles étaient un symbole. Une offrande de paix. Une tentative de raviver une flamme que je croyais seulement vacillante. J'ai repris la route, la boîte précieusement posée sur le siège passager. Le soleil couchant dorait les arbres du parc de Versailles, et je me suis autorisée à imaginer la soirée. Une conversation calme. Des excuses murmurées. Peut-être même un « Nous sommes fiers de toi, Solène ». Je souriais seule dans ma voiture, bercée par cette illusion. Je me sentais légère, presque heureuse. Je ne savais pas que chaque kilomètre me rapprochait non pas d'une réunion de famille, mais d'une embuscade. Je tenais la boîte comme un trésor, un pont fragile vers le passé, ignorant que mes parents avaient déjà brûlé ce pont et attendaient de l'autre côté avec des torchers. À peine avais-je garé ma voiture dans l'allée du manoir que mon téléphone a vibré dans mon sac. J'ai souri en pensant que c'était ma mère, peut-être impatiente. Mais le nom qui s'affichait sur l'écran a glacé ce sourire. Maître Lefebvre. Mon avocat. Il n'appelait jamais un samedi soir. Puis le message est apparu. 3 mots, sans formule de politesse, sans contexte. 3 mots qui ont fait un nœud dans mon estomac. Appelle-moi immédiatement. Mes doigts étaient soudainement engourdis. J'ai mis quelques secondes à déverrouiller l'écran. Chaque seconde qui passait étirait le silence, le chargeant d'une angoisse insupportable. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent ?
Un litige avec un fournisseur? Une OPA hostile? Toutes les hypothèses se bousculaient dans ma tête, mais aucune ne me préparait à la réalité. J'ai appuyé sur son nom. Il a décroché à la première sonnerie, comme s'il attendait, la main sur son téléphone. Solène, sa voix était tendue, professionnelle, dénuée de toute chaleur. Le genre de voix qu'on utilise pour annoncer les catastrophes. Antoine? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Ma propre voix semblait lointaine, étrangère. Il y a eu une courte pause. Une hésitation. Puis il a lâché la bombe. Tes parents. Ils ont déposé une requête ce matin au tribunal. Une mise sous tutelle d'urgence. Le monde s'est arrêté. Les mots flottaient dans l'air, absurdes, insensés. Mise sous tutelle? Moi? Quoi? Je ne comprends pas. C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, Solène. La requête est détaillée. Ils prétendent que tu es mentalement incapable de diriger l'entreprise. Ils parlent de déclin cognitif, de décision erratique, de santé mentale fragile, point. Chaque mot était un coup de poignard. Le souffle m'a manqué, comme si on m'avait frappé à la poitrine. Mon manteau, que je tenais sur mon bras, a glissé et est tombé lourdement sur les graviers de l'allée. Je ne l'ai même pas senti. Mon esprit refusait d'accepter. C'était impossible. Un cauchemar. Mes parents? Ceux qui m'avaient vu travailler 16 heures par jour, sacrifier ma vie personnelle, tout donner pour faire prospérer l'héritage familial? Et puis, le choc a laissé place à une compréhension fulgurante et glaciale. L'invitation à dîner. La voix douce de ma mère. Juste nous trois. Ce n'était pas une main tendue. C'était une manœuvre. Il voulait me voir ce soir, probablement pour me jauger, pour recueillir d'autres preuves de mon instabilité, ou peut-être simplement pour me poignarder dans le dos tout en me souriant au visage. Le choc était double, une douleur à 2 niveaux qui me déchirait de l'intérieur. Il y avait la trahison professionnelle, l'attaque brutale pour me voler l'entreprise que j'avais transformée. Mais en dessous, bien plus profond, il y avait la douleur personnelle. La confirmation finale, absolue, que je n'obtiendrais jamais, jamais, l'approbation de mon père. Il ne se contentait pas de me la refuser. Il voulait activement me détruire, m'effacer, me déclarer folle aux yeux du monde. Tout le travail, tous les sacrifices, toute ma vie n'avait été qu'une course effrénée vers un mur. Et ce mur, c'était lui. Les tartelettes au citron sur le siège passager me narguaient, symbole grotesque de ma naïveté. J'avais apporté une offrande de paix à des gens qui avaient déjà affûté leur couteau. Solène? Tu es toujours là? La voix de Lefebvre m'a tiré de ma torpeur. Oui, ai-je murmuré, ma gorge serrée. Oui, je suis là. Je fixais la grande porte du manoir, les lumières chaudes qui brillaient aux fenêtres. Derrière cette porte, mes bourreaux m'attendaient. Ce n'était pas une simple attaque juridique. C'était un assassinat de caractère, orchestré par la main qui aurait dû me guider. Et je savais que je devais comprendre comment tout avait commencé. Alors que j'étais encore au téléphone avec Antoine, figé dans ma voiture, un souvenir précis est remonté à la surface, si clair et si vif qu'il en était douloureux. C'était il y a 2 semaines, au Grand Palais, lors du gala annuel de l'industrie du parfum. La soirée la plus prestigieuse de l'année. J'avais été invitée à prononcer le discours d'ouverture. J'avais travaillé dessus pendant des jours, peaufinant chaque mot. Je ne parlais pas seulement de nos nouveaux lancements, je parlais de l'avenir de la parfumerie française, de la nécessité d'allier héritage et innovation. J'avais parlé avec passion, avec précision, sans notes. Quand j'ai terminé, il y a eu une standing ovation. J'ai vu des concurrents, des critiques, des figures respectées de notre milieu, tous debout, applaudissant. Pendant un instant, un seul, je m'étais senti invincible. Mes parents étaient au premier rang. Mon père avait l'air impassible, comme toujours, mais ma mère, Béatrice, rayonnait. Après mon discours, elle est montée sur scène, soi-disant pour me féliciter. Elle a pris le micro, m'a serré dans ses bras sous les flashs des photographes. N'est-elle pas merveilleuse, a-t-elle commencé, sa voix emplie d'une fierté mielleuse. Je suis une mère comblée. Solène a toujours été comme ça.
passionnée. Entière. Elle a marqué une pause, balayant l'audience de son regard. Les mots semblaient des compliments, n'est-ce pas? Mais je sais maintenant qu'ils étaient des poisons soigneusement choisis. Dans le monde des affaires, surtout pour une femme, passionnée et entière sont des euphémismes pour émotive, imprévisible. Elle a continué son numéro, racontant une anecdote adorable sur la façon dont je m'étais enfermée pendant 3 jours pour perfectionner une formule, oubliant de manger et de dormir. Elle se donne corps et âme, parfois un peu trop, a-t-elle ajouté avec un petit rire indulgent, comme si elle parlait d'une enfant excentrique. Puis est venue la phrase finale, le coup de grâce déguisé en sagesse maternelle. Diriger avec le cœur est une belle chose, a-t-elle conclu en me regardant avec une fausse tendresse, mais une entreprise comme la nôtre a aussi et surtout besoin d'une tête froide. La salle a applaudi poliment. Sur le moment, j'avais ressenti une pointe d'agacement, une légère humiliation. J'avais mis ça sur le compte de sa maladresse, de sa tendance à me voir toujours comme sa petite fille. J'avais souri, mal à l'aise, et j'avais quitté la scène à ses côtés. Maintenant, dans le silence glacial de ma voiture, je comprenais. Ce n'était pas de la maladresse. C'était une stratégie. Chaque mot avait été calculé. Devant toute l'élite de notre profession, elle avait subtilement semé les graines du doute. Elle n'avait pas dit que j'étais instable. Elle l'avait suggéré. Elle avait peint le portrait d'une femme brillante mais fragile, passionnée mais potentiellement irrationnelle. Une femme qui, peut-être, aurait besoin d'être protégée d'elle-même. C'était diabolique de précision. Elle avait utilisé les stéréotypes de genre comme une arme, retournant mes qualités, ma passion, mon dévouement en faiblesse. Je me suis sentie nauséeuse. Cette trahison n'avait pas commencé ce matin au tribunal. Elle avait commencé bien avant, en public, sous les applaudissements. Et maintenant, je veux vous poser une question. Si vous aviez été à ma place, ce soir-là, au gala, auriez-vous réalisé ce qui se passait? Ou, comme moi, auriez-vous excusé ce comportement au nom de la famille? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait, comment vous auriez réagi face à une telle humiliation publique déguisée en amour maternel. Votre avis m'intéresse sincèrement. À ce moment-là, j'avais souri, mal à l'aise. Aujourd'hui, je comprenais. Elle ne parlait pas à la salle, elle préparait le jury. Mon procès avait commencé bien avant la pétition. Ne va pas au manoir, Solène. Ne leur parle pas, viens directement à mon bureau. La voix d'Antoine Lefebvre était ferme, me sortant de ma spirale de souvenirs. J'ai les documents. Tu dois les voir. J'ai fait demi-tour sans un mot, les pneus crissant sur les graviers. Le trajet vers Paris a été un flou. Je ne voyais pas la route, je voyais le visage souriant de ma mère sur scène, j'entendais les mots froids de mon avocat. Chaque feu rouge était une torture, chaque minute un siècle. Le bureau de Lefebvre, dans le 8e arrondissement, était habituellement un havre de paix et de rationalité. Ce soir-là, il ressemblait à une cellule de crise. Il m'attendait avec un café noir que je n'ai pas touché. Sur son bureau d'acajou, un dossier cartonné semblait anormalement lourd. « Lis ça », m'a-t-il dit doucement. Mes mains tremblaient en ouvrant le dossier. Pétition pour la mise en place d'une tutelle d'urgence concernant Madame Solène Dubois. Mon nom, mon identité, réduit à un cas juridique. J'ai forcé mes yeux à lire. Les phrases étaient cliniques, impersonnelles, mais derrière chaque mot, je pouvais entendre la voix de mes parents. Leadership erratique. Je me suis souvenu de la fois où j'avais annulé un lancement à la dernière minute parce que les tests de qualité n'étaient pas parfaits. Mon père avait qualifié ça de « caprice coûteux ». C'était maintenant une preuve de mon incompétence. Déclin émotionnel. Je me suis revue, les larmes aux yeux dans mon bureau après le départ d'un collaborateur de longue date. Ma mère m'avait vue. Sa compassion apparente était en fait une collecte d'informations. L'écho de son discours au gala résonnait, dirigé avec le cœur. Incapacité à prendre des décisions sous pression. Il citait ma décision audacieuse d'investir massivement dans les matières premières durables, une stratégie qui avait initialement fait baisser nos marges avant de devenir notre plus grand argument de vente. Une vision à long terme, transformée en preuve de folie. Puis vinrent les témoignages. Des déclarations sous serment. L'une était signée par notre ancien directeur financier,
un homme que mon père avait sorti d'une mauvaise passe des années auparavant. Il affirmait que j'oubliais des chiffres clés en réunion, que je semblais souvent confuse. Un autre venait d'une cousine éloignée, qui attestait que lors d'un dîner de famille, j'avais eu une crise de larmes disproportionnée après une simple remarque. C'était un mensonge éhonté. Je voyais la toile se tisser, un réseau de dettes et de loyauté envers mon père, toute tournée contre moi. Ce n'est pas tout, a dit Lefebvre, me tirant de ma lecture écœurée. 2 de nos plus gros investisseurs institutionnels ont déjà signalé en privé leur soutien à la démarche de tes parents. Ils sont nerveux. Pour eux, Thierry et Béatrice Dubois représentent la stabilité, la tradition. Toi, tu représentes le risque, l'inconnu. C'est là que j'ai compris la pleine mesure du complot. C'était une attaque sur tous les fronts, familial, juridique, financier. Et puis, Antoine a ajouté une information qui a tout changé. Une rumeur qu'il avait entendue via ses contacts dans les cercles financiers. Il se dit que les investissements personnels de ton père, des projets immobiliers à Dubaï, ont très mal tourné. Il serait au bord de la faillite. La pièce manquante du puzzle. Ce n'était pas une question de philosophie d'entreprise. Ce n'était pas une tentative de protéger leur héritage. C'était la panique pure et simple. Ils avaient besoin de l'entreprise, de ses actifs, de ses flux de trésorerie, pour se renflouer. Ils étaient prêts à me déclarer folle, à détruire ma réputation, non pas pour l'honneur de la famille, mais pour l'argent. Mon père ne cherchait pas à sauver l'entreprise de moi. Il cherchait à me sacrifier pour sauver sa propre peau. La distinction était cruciale, et elle a transformé ma peine en une rage froide et déterminée. Le lundi matin, je suis arrivée au siège de Maison Dubois Parfum, près des Champs-Élysées, avec un masque de normalité si parfait qu'il aurait mérité un Oscar. Chaque « Bonjour Madame la Présidente » dans les couloirs était une épreuve. Était-il sincère? Ou faisait-il partie de ceux qui avaient déjà choisi leur camp, murmurant dans mon dos, attendant ma chute? Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison, une reine dont le trône chancelait sur des fondations de sable. Je me suis enfermée dans mon bureau, les murs vitrés me donnant l'impression d'être un animal en cage, observé de toutes parts. Je devais travailler, préparer ma défense avec Lefebvre, mais ma concentration était en miettes. Chaque email, chaque appel semblait suspect. Vers 11 heures, on a frappé doucement à ma porte. C'était Adrien, l'un de nos jeunes parfumeurs chimistes. Un garçon timide, brillant, que j'avais repéré quelques années plus tôt alors qu'il n'était qu'un stagiaire. J'avais vu en lui une étincelle créative rare et je l'avais pris sous mon aile, contre l'avis de mon père qui le trouvait trop avant-gardiste. Il se tenait sur le seuil, l'air mal à l'aise, tenant une feuille de papier pliée en 4. Il a jeté un regard nerveux dans le couloir avant de se glisser à l'intérieur et de fermer la porte derrière lui. « Madame Dubois » a-t-il commencé d'une voix basse, presque un murmure. Je ne sais pas si je devrais, mais... Il hésitait, son regard fuyant. J'ai essayé de lui sourire pour le mettre à l'aise. Qu'y a-t-il, Adrien? Vous pouvez tout me dire. Il a pris une profonde inspiration et m'a raconté. Plus tôt dans la matinée, il était allé à la salle des archives pour chercher une vieille formule. Il avait entendu des voix dans le bureau attenant, celui de Hélène, notre directrice informatique. C'était mon père et elle. Il parlait à voix basse, mais il avait distinctement entendu mon nom, et les mots « accès serveur »,« preuve supplémentaire ». Intrigué et inquiet, il avait attendu qu'il parte. Plus tard, en passant près de l'imprimante du service, il avait vu un document qui n'avait pas été récupéré. Il l'avait pris, par instinct. Il a déplié la feuille de papier et me l'a tendue. Ses mains tremblaient légèrement. Avant même que je ne la prenne, il a ajouté quelque chose qui a mis du baume sur mon cœur blessé. « Madame Dubois, vous souvenez-vous de la formule iris noir? Votre père disait qu'elle était trop audacieuse, trop sombre, invendable. Le comité voulait l'abandonner. Vous êtes la seule à m'avoir soutenue. Vous avez mis votre propre réputation en jeu pour la produire. C'est notre parfum le plus vendu aujourd'hui, notre plus grand succès critique. Je ne l'ai jamais oublié. Mes yeux se sont embués. Dans ce tourbillon de trahison et de mensonges, ce simple acte de mémoire, cette reconnaissance, était un radeau de sauvetage. J'ai pris la feuille. C'était l'impression d'un email,
envoyé par ma mère depuis son compte personnel à une liste de diffusion cachée comprenant plusieurs cadres supérieurs. Le sujet était « Transition et reconnaissance ». Le contenu était court, mais dévastateur. Chers amis, je vous écris pour vous remercier de votre soutien discret en ces temps difficiles. Comme vous le savez, Thierry et moi agissons pour le bien supérieur de l'entreprise. Soyez assurés que votre loyauté durant cette période de transition sera reconnue et généreusement récompensée une fois que la nouvelle direction sera fermement établie. Cordialement, Béatrice Dubois. C'était là, noir sur blanc. La preuve de la corruption, du complot. Ils n'essayaient pas seulement de me discréditer, ils achetaient activement des allégeances. Adrien m'a regardé avec des yeux pleins d'inquiétude. Ce qu'ils font est mal, a-t-il simplement dit. Cette preuve était mon bouclier. Mais la loyauté d'Adrien était mon épée. Pour la première fois, je ne me sentais plus comme une victime, mais comme une générale qui venait de rallier son premier soldat. Armée de cette nouvelle détermination, j'ai décidé de ne plus subir. L'heure n'était plus à la défense, mais à l'attaque. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au manoir. Sans prévenir. Je n'ai pas apporté de tartelette au citron cette fois. J'ai apporté la rage et la vérité. Je suis entré sans sonner, utilisant ma vieille clé. La gouvernante m'a regardé, surprise, mais n'a pas osé m'arrêter. Je les ai trouvés dans le grand salon, là où ils m'attendaient 2 jours plus tôt. Un feu crépitait dans l'immense cheminée de pierre. Ils lisaient, un verre de vin à la main, l'image parfaite d'un couple serein. Une image qui me donna la nausée. Mon arrivée a brisé leur tranquillité. Ma mère, Béatrice, a sursauté, posant son livre sur ses genoux. Mon père, Thierry, a lentement baissé son journal, ses yeux se posant sur moi par-dessus ses lunettes de lecture. Son visage était un masque de froide surprise. Solène, a commencé ma mère, se levant, son visage composant une expression de douce inquiétude. Ma chérie, nous étions si inquiets. Tu n'es pas venue, tu ne répondais pas. Je l'ai coupé, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Assez de comédie, maman. Le mot « comédie » a figé son sourire. Mon père s'est levé à son tour, sa haute stature dominant la pièce. Il a pris un air grave, celui du patriarche accablé par un devoir douloureux. Nous ne voulions pas que tu la prennes comme ça, a-t-il dit, son ton empreint d'une fausse solennité. C'est la décision la plus difficile de notre vie. Mais ta santé passe avant tout. Avant l'entreprise, avant tout. La façade était si parfaite, si bien rodée, que pendant une fraction de seconde, j'aurais presque pu y croire. Mais la feuille de papier qu'Adrien m'avait donnée semblait me brûler dans la poche de ma veste. Ma santé, ai-je répété, un rire sans joie s'échappant de mes lèvres. Où tes dettes à Dubaï? Le visage de mon père s'est durci. Un éclair de panique a traversé ses yeux avant qu'il ne le maîtrise. Ma mère a eu un hoquet de surprise. J'avais touché juste. Béatrice a repris le contrôle. Ma chérie, tu es fatiguée, tu dis n'importe quoi. C'est exactement ce qui nous inquiète. Nous faisons cela pour te protéger. C'est de la miséricorde. Le mot. Miséricorde. Un mot si noble pour une action civile. C'est là que Thierry a explosé, la colère perçant enfin son masque de dignité. De la miséricorde, oui. Tu es en train de jouer avec mon héritage. Mon nom. L'argent qui a payé tes études, tes robes, ta vie. Tu ne comprends rien aux sacrifices, à ce que nous avons bâti. Tu prends des risques insensés, tu t'entoures de jeunes imbéciles, tu démantèles tout ce qui a fait notre force. Son visage était rouge, ses poings serrés. Dans sa rage, il avait tout avoué. Il ne s'agissait pas de ma santé. Il s'agissait de son ego. De son contrôle perdu. De son argent. Il ne voyait pas sa fille, il voyait une possession qui se rebellait, un investissement qui ne rapportait plus ce qu'il voulait. Je l'ai regardé, et pour la première fois de ma vie, je ne ressentais ni peur, ni besoin d'approbation. Je ne ressentais que du mépris. Votre miséricorde a un prix, n'est-ce pas, ai-je dit froidement, en pensant à l'email. Les bonus que vous avez promis? Les mensonges que vous avez racontés? Ils se sont tus, échangeant un regard rapide. Ce regard que j'avais vu si souvent, ce regard qui disait
nous sommes un front uni, le monde contre nous. Mais cette fois, j'étais le monde. Il ne voyait pas une fille, il voyait une possession qui se rebellait. Et en cet instant, le peu d'amour filial qui me restait s'est évaporé, laissant place à un seul objectif, la victoire, à n'importe quel prix. Je pensais avoir touché le fond de l'abîme, mais mes parents avaient encore des pelles pour creuser plus profond. Le lendemain de notre confrontation, Maître Lefebvre m'a appelé. Sa voix était plus grave que jamais. Solène, ils ont déposé une pièce complémentaire au dossier. C'est très grave. Mon cœur s'est arrêté. Plus grave que de me déclarer folle? Bien plus grave. Ils ont soumis une série de mets, prétendument extraits de votre ordinateur professionnel. Des échanges avec le service de développement de notre plus grand concurrent, la maison Valmont. J'ai fermé les yeux, essayant de comprendre. Des échanges sur quoi? Dans ces emails, Solène, vous semblez négocier la vente de plusieurs de nos formules exclusives. Y compris la nouvelle formule d'Iris Noir. En échange d'une somme d'argent considérable, versée sur un compte personnel à l'étranger. La nausée m'est remontée dans la gorge. C'était un coup de maître dans l'horreur. Il ne se contentait plus de m'attaquer sur ma santé mentale. Il me peignait en traîtresse. En criminelle. Une accusation de ce genre ne me coûterait pas seulement l'entreprise. Elle détruirait ma carrière, ma réputation, ma vie entière, de façon irréversible. Personne dans notre industrie ne voudrait plus jamais travailler avec moi. C'est un faux, Antoine. Un montage grossier, ai-je dit, ma voix tremblante de rage. Je le sais, Solène. Mais ils sont très bien faits. Ils ont même inclus des détails techniques sur les formules que seul un initié pourrait connaître. Et ils sont signés numériquement depuis votre poste. Pour un juge, ça semblera authentique. J'ai raccroché, le cerveau en ébullition. Comment? Comment avait-il pu faire ça? Puis le souvenir des mots d'Adrien m'est revenu en mémoire, mon père, Hélène, la directrice informatique, parlant des « accès serveurs » et de « preuves supplémentaires ». C'était elle. Hélène. Une femme que j'avais promue, dont j'avais augmenté le salaire. Elle avait dû leur donner accès à mon ordinateur, ou pire, fabriquer ses emails elle-même en utilisant son statut d'administratrice. La loyauté, décidément, s'achetait bien facilement chez certains. Lefebvre m'a confirmé plus tard que cette attaque était possible si Hélène avait utilisé ce qu'on appelait l'accès fondateur, une sorte de mot de passe maître créé à la fondation de l'entreprise, un secret bien gardé que seuls mes parents connaissaient. Ce soir-là, je suis restée dans mon bureau jusqu'à minuit. La tour Eiffel scintillait au loin, indifférente à mon désespoir. J'étais acculée. Ils avaient une histoire crédible, des témoins achetés, et maintenant des preuves fabriquées qui semblaient irréfutables. La fatigue et le désespoir ont commencé à m'envahir. La petite voix vicieuse du doute s'est mise à chuchoter dans ma tête. Et si tu abandonnais? Ce serait plus simple. Tu pourrais partir, recommencer ailleurs, loin de tout ça. Imaginez ça. Chaque porte était fermée, chaque preuve était contre moi. C'est facile de dire « bats-toi », mais quand le monde entier, y compris votre propre famille, semble croire aux mensonges, où trouvez-vous la force? La tentation de tout laisser tomber, de fuir le combat, était immense. C'était un sentiment d'impuissance si profond, si total, que j'ai cru qu'il allait m'engloutir. Je me suis approchée de la grande baille vitrée. Mon reflet me regardait, une femme seule, trahie, au bord du précipice. J'ai posé ma main sur la vitre froide. Et j'ai pensé à Adrien et à sa loyauté. J'ai pensé à la formule d'Iris Noir, ce parfum que j'avais sauvé de l'oubli. J'ai pensé à tous les employés qui croyaient en ma vision. Abandonner, c'était aussi les trahir. La douleur s'est alors transformée en autre chose. Une colère pure, froide, presque métallique. Restez avec moi, car la réponse se trouve parfois dans le détail le plus insignifiant. Ils avaient commis une erreur d'arrogance, ils croyaient que j'allais me noyer dans le chagrin. Ils ne savaient pas que la rage était un excellent gilet de sauvetage. La rage est un carburant puissant, mais elle brûle vite si elle n'est pas canalisée. Je savais que je ne pouvais pas gagner ce combat avec des émotions. Je devais gagner avec des faits. Des faits plus solides que leurs mensonges.
J'ai appelé Antoine Lefebvre à 1h du matin. J'ai besoin d'un expert, lui ai-je dit sans préambule. Le meilleur expert en cybersécurité que vous puissiez trouver. Je veux qu'il dissèque ses emails, qu'il trouve la faille, la trace de la manipulation. Peu importe le prix. Pendant que l'expert se mettait au travail, je me suis attelé à ma propre enquête. S'ils avaient fabriqué des preuves numériques, ils avaient sûrement laissé d'autres traces. La mention des dettes de mon père à Dubaï m'avait donné une piste. Une personne désespérée financièrement devient imprudente. Pendant les 3 jours qui ont suivi, j'ai vécu sur du café noir et à peine 4 heures de sommeil par nuit. J'ai transformé mon bureau en quartier général. J'ai demandé à la comptabilité de me fournir les relevés de toutes les dépenses de l'entreprise des 5 dernières années. Des milliers de pages, des dizaines de milliers de lignes de transactions. Je cherchais une aiguille dans une botte de foin. Je passais des heures à faire défiler des chiffres sur mon écran, mes yeux brûlants de fatigue. Le premier jour, je n'ai rien trouvé. Que des dépenses légitimes, des factures, des salaires. Le deuxième jour, pareil. Le doute commençait à revenir. Et s'ils avaient été plus malins que ça? Et s'il n'y avait rien à trouver? C'est dans la nuit du 3e jour, alors que l'horloge de mon ordinateur affichait 3h17 du matin, que je l'ai vu. Une ligne. Une petite ligne discrète, perdue au milieu de centaines d'autres. Un paiement mensuel récurrent. Pas une grosse somme, juste assez pour ne pas attirer l'attention. 4 500 €. Le bénéficiaire, Lux Conseil SA. Une société basée au Luxembourg. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai cherché dans nos dossiers. Aucun contrat avec une société de ce nom. Aucune facture. Aucun rapport de mission. Rien. Juste ces virements, automatiques, chaque mois, depuis exactement 2 ans. J'ai fait une recherche rapide sur Internet. Lux Conseil SA était une société écran, une de ces boîtes postales spécialisées dans l'optimisation fiscale et le secret. J'ai sorti ma calculatrice. 4 500 € par mois, pendant 24 mois. Cela faisait 108 000 €. Puis j'ai fouillé plus loin, dans les comptes de frais de mes parents. Et j'ai trouvé d'autres anomalies. Des dépenses de consultation, pour des experts basés à l'étranger, sans aucun livrable. Des frais de représentation, exorbitants sans justificatif clair. En additionnant tout, j'arrivais à un chiffre qui m'a glacé, plus de 200 000 €. C'était l'argent de l'entreprise. Mon entreprise. L'argent que j'avais travaillé si dur à générer. Ils l'avaient siphonné, petit à petit, pour financer leur train de vie, et probablement pour payer les avocats, les experts et les traîtres qu'ils engageaient maintenant pour me détruire. C'était du détournement de fonds. Un délit pénal. Au même moment, mon téléphone a sonné. C'était l'expert en cybersécurité. Sa voix était excitée. Madame Dubois, je les ai. Les emails sont des faux. Et j'ai la preuve. Comment, ai-je demandé, le souffle court. Les métadonnées. L'ADN numérique du fichier. Elle montre que les emails n'ont pas été envoyés depuis votre poste, mais qu'ils ont été créés et insérés directement sur le serveur. Et le plus beau, c'est que l'ordinateur qui a fait la manipulation a laissé sa signature. Une machine appartenant au réseau interne de l'entreprise, utilisée tard dans la nuit, depuis un accès administrateur. Le poste de votre directrice informatique, Hélène. J'ai fermé les yeux et j'ai poussé un long soupir. Un soupir de soulagement, de fatigue, et de triomphe. J'avais maintenant tout en main. La fraude financière, le complot numérique, la preuve du parjure. J'avais trouvé le fil. Ce n'était qu'un fil, mais je savais qu'au bout de ce fil se trouvait la pelote de laine qui allait défaire tout leur tricot de mensonges. Le jour de l'audience au tribunal de commerce de Paris est arrivé. L'air était froid et solennel, l'odeur du bois ciré et du vieux papier imprégnait la salle. Je suis arrivé avec Maître Lefebvre, la tête haute. J'avais choisi ma tenue comme une armure, un tailleur-pantalon bleu marine, la couleur de l'autorité et de la confiance. Pas de bijoux, à l'exception de la montre que mon grand-père, le vrai fondateur de l'Esprit du Bois, m'avait léguée. Mes parents étaient déjà là, de l'autre côté de l'allée. Ils jouaient leur rôle à la perfection. Ma mère en beige,
une couleur douce et non menaçante, le visage empreint d'une tristesse étudiée. Mon père en costume gris, le dos droit, l'air d'un homme digne accablé par une terrible responsabilité. Des acteurs sur la scène de leur propre drame. Ils ont évité mon regard. Leur avocat a commencé. Il a parlé avec une voix suave et compatissante, décrivant mes parents comme des parents aimants, inquiets, forcés d'agir pour sauver leur fille d'elle-même. Il a parlé de mon comportement erratique, de mes décisions impulsives, citant les faux témoignages. Puis il a sorti sa pièce maîtresse, les emails falsifiés. Il les a lus à voix haute, détaillant ma prétendue trahison. Un silence réprobateur a parcouru la petite galerie. J'ai senti le poids des regards sur moi, le doute, le jugement. J'ai gardé les mains jointes sur mes genoux, mon visage impassible, attendant mon heure. Puis ce fut au tour d'Antoine Lefèvre. Il s'est levé, sans théâtralité, le calme incarné. Il a commencé méthodiquement, presque cliniquement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. La plaignante brosse un tableau inquiétant. Un tableau qui, je le concède, pourrait justifier une mesure aussi extrême qu'une mise sous tutelle. Cependant, ce tableau est une œuvre de fiction. Il a déposé un premier dossier sur le bureau du juge. Voici 2 évaluations médicales complètes de ma cliente, réalisées par 2 neurologues réputés au cours des 6 derniers mois. Leurs conclusions sont identiques et sans appel, Madame Solène Dubois est en parfaite santé cognitive et psychologique. Aucune trace du déclin allégué. Un murmure a parcouru la salle. Le visage de ma mère s'est légèrement crispé. Antoine a continué, déposant un 2e dossier, bien plus épais. Voici les résultats financiers de la maison Dubois Parfum depuis que ma cliente en a pris la direction. Une croissance annuelle de 15%, une expansion sur les marchés asiatiques réussie, des marges bénéficiaires en hausse constante. Ces chiffres ne sont pas ceux d'un leadership erratique. Ce sont ceux d'une visionnaire. Les juges ont commencé à feuilleter les documents, leurs expressions de plus en plus intéressées. L'avocat de mes parents commençait à paraître mal à l'aise. Puis Antoine a sorti les 2 dernières pièces de son arsenal. Concernant les emails accusant ma cliente de trahison, nous avons ici le rapport d'un expert en cybersécurité assermenté. Ce rapport prouve, sans l'ombre d'un doute, que ces emails sont des faux, implantés sur le serveur de l'entreprise depuis le poste de la directrice informatique, Madame Hélène Fournier, qui, comme nous le prouverons, a reçu des paiements suspects. Un hoquet collectif a retenti. J'ai jeté un regard à mes parents. Mon père était livide. Ma mère semblait avoir vieilli de 10 ans en une seconde. Enfin, a conclu Lefèvre, sa voix se faisant plus dure, puisque les plaignants s'inquiètent tant de la bonne gestion financière de l'entreprise, nous avons préparé un petit audit de leurs propres dépenses. Il a sorti le dernier dossier. Voici la preuve de plus de 200 000 € de fonds de l'entreprise, détournés sur 2 ans via une société écran au Luxembourg et des notes de frais frauduleuses, signées par Monsieur et Madame Dubois eux-mêmes. Le silence dans la salle d'audience était total. Assourdissant. Le juge a relevé la tête de ses papiers, son regard passant des preuves à mes parents. Il a retiré ses lunettes, lentement. Sa voix, quand il a parlé, était glaciale. Donc, si je comprends bien, vous accusez votre fille d'incompétence et de trahison, tout en utilisant les fonds de son entreprise pour financer votre train de vie et potentiellement pour monter ce dossier contre elle? Le marteau du juge n'a pas seulement frappé le bois de son pupitre. Il a frappé en plein cœur l'arrogance de mes parents, et le son de ce coup a marqué la fin de leur règne et le début de ma véritable libération. La décision du tribunal a été rapide, brutale et sans appel. La pétition a été rejetée, qualifiée de « procédure abusive et malveillante ». Le juge a non seulement rejeté leur demande, mais il a transmis les preuves de fraude financière et de fabrication de faux au procureur de la République. Le piège qu'ils m'avaient tendu venait de se refermer sur eux. En essayant de me mettre sous tutelle, ils s'étaient placés sous le regard de la justice. Je suis sorti du tribunal dans un état second, l'adrénaline laissant place à une fatigue immense mais aussi à un soulagement infini. Je n'ai pas jeté un regard à mes parents, qui étaient assaillis par quelques journalistes flairant le scandale. Pour moi, il n'existait déjà plus. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Avant même que je ne sois rentré à mon bureau, j'ai reçu un email convoquant un conseil d'administration d'urgence pour le soir même.
La grande salle de réunion n'avait jamais semblé aussi intimidante. Tous les membres étaient là, leurs visages graves et impénétrables. Quand je suis entrée, un silence tendu s'est installé. Mes parents n'étaient pas présents, leur droit de siéger avait été suspendu par mesure conservatoire. Je me suis assise à ma place, à la tête de la table. Maître Lefebvre était à mes côtés, non pas comme mon avocat, mais comme mon conseiller. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas parlé de mes émotions, de la trahison familiale. J'ai été factuelle. J'ai laissé les documents parler pour moi. Lefebvre a projeté sur le grand écran les preuves, une par une. L'email de ma mère promettant des bonus. Le rapport de l'expert en cybersécurité. Les relevés bancaires de la société luxembourgeoise. Je regardais les visages des membres du conseil. La surprise, l'incrédulité, puis la colère et le dégoût se sont succédés sur leurs traits. Ceux qui avaient peut-être douté de moi, ceux qui avaient été tentés par les promesses de mes parents, comprenaient maintenant l'ampleur de la manipulation. Quand la présentation s'est terminée, il n'y a eu aucune question. Que pouvait-il demander? L'épreuve était accablante. Le président du conseil, un vieil ami de mon grand-père, a pris la parole, sa voix tremblante d'indignation. Il y a 2 propositions à mettre au vote, a-t-il annoncé. Premièrement, la révocation immédiate de M. Thierry Dubois et de Mme Béatrice Dubois de toutes leurs fonctions et mandats au sein de la société. Deuxièmement, le lancement d'une action en justice au nom de l'entreprise pour recouvrer les fonds détournés. Le vote s'est fait à main levée. Toutes les mains se sont levées. Sans hésitation. C'était unanime. En l'espace de quelques heures, mes parents avaient tout perdu, leur pouvoir, leur réputation, et leur place dans l'entreprise qu'ils avaient cofondée. Juste après le vote, alors que la séance était levée, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Par une sorte de curiosité morbide, j'ai décroché. Sa voix était méconnaissable, brisée, suppliante. Solène, ma chérie, comment as-tu pu? Nous voulions seulement ce qu'il y a de mieux. J'ai attendu une seconde, laissant son mensonge pathétique flotter dans l'air. Puis j'ai répondu, ma voix aussi froide et tranchante que l'acier. Non. Vous vouliez ce qui était à vous. J'ai construit ce qui était à moi. J'ai raccroché sans attendre de réponse. Ce jour-là, je ne suis pas seulement redevenue PDG. Je suis devenue la gardienne de mon propre héritage. Mais la victoire avait un goût amer, et la tâche la plus difficile restait à venir, reconstruire sur des ruines. Les 2 semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Il y avait les aspects pratiques, les communiqués de presse pour rassurer les marchés, les réunions avec les investisseurs pour solidifier leur confiance, les entretiens avec les avocats pour préparer l'action en justice. Mais le plus difficile était le travail humain, restaurer la confiance au sein de l'entreprise. Certains cadres qui avaient été approchés par mes parents sont venus me voir, penauds, pour s'excuser. J'ai écouté chacun d'entre eux. J'ai renvoyé ceux dont la duplicité était avérée, comme Hélène. J'ai donné une seconde chance à ceux qui n'avaient fait que douter. La clémence, la vraie, est une démonstration de pouvoir, pas de faiblesse. Le vrai changement a eu lieu lors de la première réunion générale que j'ai organisée. Tout le personnel était rassemblé dans le grand hall du siège. Quand je suis montée sur l'estrade, un silence s'est fait. Les regards n'étaient plus méfiants ou curieux. Ils étaient respectueux. Je me suis installée à la place qui m'était destinée, cette fois sans le poids du doute sur mes épaules. La chaise semblait enfin faite pour moi. J'ai laissé le silence s'installer avant de parler, ma voix claire et forte. Cette entreprise est mon héritage, ai-je commencé. Mais un héritage n'est pas seulement quelque chose que l'on reçoit. C'est quelque chose que l'on protège, que l'on nourrit, et que l'on mérite. Elle a été bâtie sur la discipline, sur l'endurance, sur des choix qui n'ont jamais été faciles mais qui ont toujours été délibérés. J'ai balayé l'audience du regard, croisant les yeux de dizaines d'employés. Ces dernières semaines ont été une épreuve pour nous tous. La confiance a été brisée. Mais je veux être très clair aujourd'hui. À partir de maintenant, la trahison a des conséquences. Famille ou pas. Mais la loyauté, l'intégrité et le courage seront toujours récompensés. Personne n'a argumenté. Personne n'a détourné le regard. Ils ont simplement hoché la tête, certains lentement, d'autres avec un soulagement visible,
comme si le sol sous nos pieds s'était enfin stabilisé. J'ai ensuite fait une annonce que j'attendais avec impatience. C'est pourquoi j'ai le grand plaisir de nommer Adrien Lambert au poste de directeur de la création et du développement. Son talent et sa loyauté incarnent l'avenir de la Maison du Bois. Un tonnerre d'applaudissements a éclaté. Adrien, rouge de confusion et de bonheur au premier rang, a reçu des tapes dans le dos de ses collègues. Voir ce moment de joie pure et méritée a été la plus douce des victoires. Pendant des années, j'avais lutté pour prouver ma valeur, même aux gens qui auraient dû la voir en premier. Maintenant, je n'avais plus rien à prouver. L'épreuve, le tribunal, le vote unanime, tout cela avait parlé pour moi. Après la réunion, alors que je remontais le couloir vers mon bureau, je suis passé devant l'ancien bureau de mes parents. La plaque avec leur nom avait été enlevée. La porte était entr'ouverte. Par curiosité, j'ai jeté un œil à l'intérieur. La pièce était vide. Les meubles avaient été enlevés, les cartons étaient partis. Il ne restait que le soleil qui filtrait à travers les grandes fenêtres, dessinant des carrés de lumière sur la moquette. Je me suis arrêté un instant. Je m'attendais à ressentir de la tristesse, de la nostalgie, peut-être un pincement au cœur. Mais je n'ai rien ressenti de tout cela. Ce vide n'était pas une perte. C'était une libération. Une page blanche. J'ai tourné le dos à cette porte vide et j'ai continué à marcher vers mon propre bureau, vers mon propre avenir. Mais avant de clore ce chapitre, il y a une dernière chose que je voulais partager avec vous. Assise à mon bureau, celui qui est maintenant vraiment le mien, je regarde Paris s'étendre à mes pieds. La ville est belle, immuable, un témoin silencieux de tant de drames et de triomphes. Mon histoire n'est qu'une parmi des millions, mais c'est la mienne. La bataille est terminée. Les procédures légales contre mes parents suivront leur cours, mais pour moi, le chapitre est clos. Ils ne font plus partie de ma vie, ni de celle de l'entreprise. Le lien du sang, que je croyais indestructible, s'est avéré être le plus fragile de tous. La plus grande leçon que j'ai tirée de cette épreuve est douloureuse. Parfois, la trahison la plus profonde vient de là où l'on attendait un amour inconditionnel. C'est une blessure qui laisse une cicatrice, une méfiance qui s'insinue dans le cœur. Mais cette cicatrice est aussi un rappel. Elle me rappelle la force que j'ignorais posséder. La résilience. La capacité à me relever quand tout semble perdu. Elle me rappelle la valeur de la vraie loyauté, celle d'un Adrien, qui n'est pas basée sur le sang ou l'obligation, mais sur le respect et l'intégrité. Pendant des années, j'ai couru après quelque chose d'insaisissable, l'approbation de mon père. Je la cherchais dans les chiffres de vente, les contrats signés, les critiques élogieuses. J'ai réalisé, dans la douleur, que la seule approbation qui compte vraiment est celle que l'on se donne à soi-même. Mon héritage, finalement, ce n'est pas cette entreprise de parfum. Mon héritage, c'est la femme que je suis devenue en la défendant. Une femme qui connaît sa valeur, qui ne se laissera plus définir par le regard des autres, même par celui de ceux qui lui ont donné la vie. Cette histoire est la mienne, mais je sais que je ne suis pas la seule à avoir connu la morsure de la trahison familiale. C'est une blessure profonde, souvent silencieuse, car elle est chargée de honte et de chagrin. Si mon histoire a résonné en vous, si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » sur cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et surtout, j'aimerais lire vos histoires, votre force. Racontez-moi dans les commentaires. Pas nécessairement votre trahison, mais votre résurrection. Comment avez-vous surmonté une épreuve qui vous semblait insurmontable? Comment avez-vous trouvé la force de redéfinir votre propre valeur? Vos paroles pourraient être la lueur d'espoir dont quelqu'un, quelque part, a désespérément besoin en ce moment même. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.